Bienvenue au château de Fontainebleau, je suis Oriane Beaufils, conservateur du patrimoine et je vais vous présenter aujourd'hui l'exposition La Renaissance de la Renaissance, Jean Hallot et la restauration de la salle de bal. Alors cette exposition, elle est conçue en partenariat, en écho à l'exposition organisée au château de Chantilly cet été, Le trait de la séduction, dessin de l'école de Fontainebleau. L'idée, c'est de montrer de sa genèse à sa réalisation jusqu'à sa restauration, l'histoire matérielle finalement de la salle de bal de Fontainebleau. Alors la salle de bal du château de Fontainebleau, elle est imaginée dès 1547 par François Ier comme une loggia ouverte des deux côtés sur l'extérieur. Mais le climat de Fontainebleau n'étant pas tout à fait celui de l'Italie des rêves de François Ier, il est décidé, après la mort du roi et sous celui de son fils Henri II, de créer une vraie salle de bal vitrée, fermée, et le projet est confié à Philibert Delorme, grand architecte de la Renaissance qui œuvre à Fontainebleau. Alors, Philibert Delorme va, à partir de 1548, constituer cette grande boîte de bois et de fresques dans laquelle vous pouvez voir ce magnifique plafond à caisson réalisé par Francisque Siebeck de Carpi, ces lambris tous timbrés des armes royales et du chiffre d'Henri II et un prodigieux décor à fresques réalisé d'après les dessins de Primatis par Niccolò Dell'Abate et son équipe. Alors que raconte la salle de bal? Bien, c'est un lieu pour faire la fête, donc le décor est choisi à dessein. Et là, les artistes de l'école de Fontainebleau vont puiser dans leur répertoire de choses vues, de choses connues en Italie, que l'on pense aux écoinçons de la Villa Farnesina peintes par Raphaël et ses élèves, que l'on pense aux décors de l'Émilie-Romagne, du nord de l'Italie, qu'ils connaissent tous, de Bologne, de Modène, de Ferrare, de Trente, et est constituée ici en fait une synthèse prodigieuse de différentes traditions de la Renaissance italienne sur le thème de la fête. Donc, de quoi a-t-on besoin pour faire la fête? De vin, et vous avez le festin de Bacchus, de pain, de nourriture, et vous avez Cérès, président à la fabrication du pain. Et comme le dit ce célèbre proverbe de Terence, sine Baccho et Cerere friget Venus, sans Bacchus et Cérès, Vénus se refroidit. Bacchus et Cérès sont indispensables pour insuffler l'amour, et vous trouvez à côté de la fresque de Cérès celle de la fabrication des armes pour l'amour aux côtés de Vénus. Donc c'est un vocabulaire iconographique qui est celui du plaisir, de la musique, de la danse, de la fête et du jeu. Et ce sont là les maîtres mots des fêtes qui seront donnés dans la salle de bal du château de Fontainebleau. Alors, une fois que Primatis a livré ses dessins à la sanguine, ces merveilleux dessins conservés à Chantilly, au Metropolitan Museum of Art ou encore au musée du Louvre, eh bien, ces dessins sont exécuté sur un carton à grandeur, c'est-à-dire de la taille de la composition. Et après, il faut reporter ce carton sur le mur. Et ce n'est pas une mince affaire, et à Fontainebleau, c'est la technique de la fresque qu'on utilise. Alors Vasari dit que la fresque, c'est le plus viril, le plus sûr et le plus durable des arts. C'est une technique très complexe, la fresque, et ce n'est pas pour rien qu'après, finalement, les réalisations Bellifontaine, eh bien, on n'en retrouve pas dans la peinture murale française de la Renaissance, ni à Oiron, ni à Ancilfran, ni sur les cheminées des coins. C'est à Fontainebleau que s'épanouit en France l'art de la fresque. Alors qu'est-ce qu'une fresque? Une fresque, c'est une peinture à fresco, à frais, peint sur un enduit, donc un enduit constitué de chaux et de sable, jusque-là c'est ce qui caractérise la peinture murale, mais cet enduit est frais, il est encore humide. C'est-à-dire que l'artiste travaille de concert avec le maçon, qu'il faut appliquer une certaine quantité d'enduit sur le mur, qu'on applique le carton sur cet enduit, qu'on le reporte selon différentes techniques. Il peut y avoir le spolvero, donc là on met une petite poudre de carbone qui va laisser, on va dire, une empreinte et qui va permettre de peindre par la suite. Ça peut être par incision directe ou avec d'autres petits outils. Et tout ça sur un mur donc encore frais. Pourquoi? Parce que c'est lorsque le mur sèche, avec l'évaporation de l'eau, que, petit point chimie, eh bien, il y a une réaction qui s'opère entre l'oxygène dans l'air, l'hydroxyde de calcium dans la chaux au moment où l'eau s'évapore, et ça s'appelle la carbonatation. Et en fait, lorsque se produit cette réaction chimique, eh bien, c'est ce qu'on appelle la carbonatation, et c'est à ce moment-là que véritablement le mortier, le mur emprisonne la peinture, et c'est ce qui fait sa durabilité, et elle est, c'est vrai, plus durable que les peintures murales réalisées à sec. Alors cette technique de la fresque, l'un de ses grands dangers, c'est qu'elle ne tolère quasiment aucun repentir, aucune rature. C'est-à-dire que si le peintre se trompe lorsqu'il peint sur l'enduit frais, il faut nécessairement mettre une autre couche d'enduit pour peindre au-dessus, et du coup la planéité
du mur est mise en danger. Donc c'est une technique qui demande des artistes extrêmement expérimentés. Alors cette technique de la fresque, elle naît en Italie, on la voit fleurir, exploser dans la Florence du XVe siècle et puis atteindre l'apogée véritablement à Rome, dans les chantiers du Vatican, menés par Raphaël d'un côté, Michel-Ange de l'autre, et puis elle se diffuse à travers notamment les élèves de Raphaël, Giulio Romano à Mantoue ou Perino del Vaga à Gênes. Donc pour peindre dans la salle de bal du château de Fontainebleau, il faut des artistes expérimentés. Primatis l'est bien sûr, il est là depuis 1532, il est maître d'œuvre d'absolument tous les chantiers du château depuis la mort de Rosso en 1540, mais il est véritablement au four et au moulin. Il a de très nombreux chantiers dans le château, pas uniquement des chantiers dans le château par ailleurs, donc on va faire appel à d'autres artistes venus également d'Italie pour finalement l'épauler. Et c'est ce qui va arriver avec l'arrivée de Niccolò della Batte à Fontainebleau en 1552. Alors Niccolò della Batte, il a une quarantaine d'années quand il arrive à Fontainebleau, ce n'est pas un débutant et surtout c'est un expert de la peinture murale sous diverses formes d'ailleurs. Il a expérimenté plusieurs techniques. Il a travaillé à Bologne, il a travaillé à Scandiano pour un ami du duc de Ferrare, il a travaillé à Modène, il a une grande expérience et une grande culture visuelle. Et à Fontainebleau, il va interpréter les dessins de Primatis, mais pas seulement. Il va les interpréter en ce sens que c'est lui qui va faire mettre sur le mur les compositions du grand maître bolonais, mais il va apporter une vraie touche personnelle et il y a une vraie collaboration entre ces deux artistes. Et c'est en fait cette collaboration entre Primatis et Niccolò della Batte, cette collaboration aussi entre deux cultures visuelles, l'un qui connaît très bien Mantoue, qui a beaucoup voyagé à Rome, l'autre qui connaît parfaitement l'Émilie-Romagne, bien cette fusion entre ces deux mondes, c'est ce qui fait en fait l'originalité, la puissance de l'art de Fontainebleau. Niccolò della Batte apporte donc une touche personnelle au château de Fontainebleau dans les fresques de la salle de bal. Premier apport de Niccolò della Batte, la peinture de musique et de musiciens. Ça, c'est quelque chose qui est devenu pour lui une spécialité. À la Rocca di Scandiano, au Palazzo Poggi, même sur des façades de palais de Modène, eh bien, il représente des musiciens en train de jouer de la musique. Et c'est ce qu'on voit sur cette tribune des musiciens de la salle de bal. Donc c'est là où s'installaient les musiciens pendant les fêtes pour jouer de la musique pour la cour. Donc ils arrivaient par cette petite entrée qui évoque une grotte et ils se situaient donc à côté de ces joueurs de différents instruments de musique. Et puis Niccolò della Batte, il ajoute cette dimension de l'harmonie des sons qui va avec l'harmonie des cœurs, l'harmonie des âmes. Et si vous regardez, eh bien, sur la partie gauche de la composition, vous avez ces deux joueurs de viol, vous avez cette femme avec cette boucle de cheveux dorée qui tombe dans son cou, et cet homme, et ils se regardent avec un regard extrêmement épris, extrêmement amoureux. Et c'est ça que l'on veut montrer, c'est que la musique adoucit les mœurs, bien sûr, l'expression est connue, mais pouvant réunir un grand nombre d'instruments qui pourraient être discordants, la musique crée ce miracle qu'on appelle l'harmonie. Et dans une France déchirée par les guerres de religion, eh bien, cette notion d'harmonie, elle est absolument fondamentale. Alors un autre apport de Niccolò della Batte à l'art de Fontainebleau, à la fresque Bellifontaine, c'est le goût pour le paysage. Alors c'est peut-être un petit peu difficile à lire sur le vestige que vous avez sous les yeux, mais cette fresque qui est dans une des embrasures des arcs de la salle de bal, eh bien, montre à l'arrière-plan un paysage un peu onirique dans ses teintes bleutées, violacées, avec l'évocation de ruines antiques, de pyramides. Et ces paysages un peu merveilleux, aux coloris acidulés, eh bien c'est quelque chose que l'on retrouve dans les créations de Niccolò della Batte au Palazzo Poggi, c'est-à-dire le dernier chantier qu'il exécute en Italie avant de venir en France. Et ça vient d'une culture ferraraise, ça vient de Dosso Dossi, vraiment de l'art de Ferrare, mais qui est aussi mêlé à un goût pour la peinture vénitienne, avec un intérêt pour la lumière. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Niccolò della Batte apporte à Fontainebleau. Alors, ces fonds de paysages des figures de la salle de bal, eh bien malheureusement, il n'en reste plus grand-chose, parce que la salle de bal a connu un bon nombre de dégradations. Alors la salle de bal, elle a été utilisée pour les bals, les fêtes, les banquets pendant donc la seconde moitié du XVIe siècle, pendant une grande partie du XVIIe siècle, jusqu'à la réception du cardinal Chigi à Fontainebleau en 1664. Et puis après, elle est dévolue à la compagnie des 100 Suisses, donc cette compagnie d'infanterie d'élite, si je puis dire, qui avait été créée par Louis XI et qui donc prennent finalement leur quartier dans la salle de bal. Et elle tombe un peu dans l'oubli. Elle n'est plus utilisée pour des fêtes. Au XVIIIe siècle, on envisage
de donner un bal ici, mais l'État semble trop préoccupant. Avant cela, sous le règne de Louis XIII, une restauration avait été envisagée, mais n'avait pas été réalisée finalement. Puis en 1807, Joseph Bonaparte, le frère de Napoléon, se marie ici et on est obligé de placer un décor de toile peinte au-dessus des fresques afin de camoufler leur état de dégradation. Alors que s'est-il passé? Pourquoi les fresques de la salle de bal sont-elles en si mauvais état? Eh bien, en grande partie pour une raison de climat et de variation climatique. L'ennemi numéro 1 de la fresque, c'est l'humidité. Et vous le voyez, dans cette salle qui est exposée d'un côté au jardin, de l'autre à la cour, eh bien, vous êtes directement en rapport avec l'extérieur. Et l'eau s'infiltre dans les murs. Ça, c'est la première raison de dégradation. Elle s'infiltre dans les parements de la pierre qui laissent passer l'humidité. Deuxième raison, les courants d'air chaud et froid dans la salle. Vous avez une salle qui est orientée d'un côté vers le jardin, donc il n'y a pas finalement de façade qui la protège des pluies diluviennes. Et de l'autre, vous avez la vue sur la cour ovale, où là, à contrario, vous avez la façade opposée qui protège. Donc vous avez des courants d'air qui ne sont pas de la même nature et qui traversent la salle. Ces courants d'air peuvent créer par effet de condensation de l'humidité qui rentre dans les parois. Donc l'air se transforme en eau, si je puis dire, l'eau rentre dans les parois, elle rentre dans la fresque et ça va se mêler au sel qu'il y a dans la peinture, dans la fresque. Alors au départ, cette eau, elle solubilise les sels. Puis après, lorsque le mur sèche, eh bien, les sels vont cristalliser, former véritablement des cristaux. Ils deviennent donc plus gros et pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir vivre finalement, ils vont pousser la couche picturale et ça va générer des déplaquages de peinture et ça va faire tomber finalement l'enduit. Alors, lorsque l'enduit tombe un petit peu à tel moment ou à tel moment, on est tenté de restaurer en reprenant juste à cet endroit-là. Sauf que plus on ajoute des produits de restauration, plus on ajoute des sels, plus l'humidité va réagir avec ces sels qui réagissent tous de manière différente et plus ça fait un grand bazar dans le mur qui se retrouve particulièrement pollué. Et cette salle de bal, donc en 1807, on constatait déjà qu'elle n'était quasiment plus présentable. Il fallait donc restaurer la salle de bal et il faut attendre Louis-Philippe pour que la décision de redonner à la salle de bal son lustre de la Renaissance soit prise. Il monte sur le trône en 1830, Louis-Philippe, et c'est un des pères de la notion de patrimoine. C'est à ce moment-là que la France connaît les balbutiements de la politique du patrimoine, de la politique des monuments historiques. En 1830, l'inspection générale des monuments historiques est créée par François Guizot, le ministre de l'Intérieur. Il va y avoir Ludovic Vitet comme premier inspecteur, puis le célèbre Prosper Mérimée comme second inspecteur. Et à ce moment-là, on est dans cette idée de conserver les monuments historiques, de limiter leur dégradation et de les restaurer dans ce qu'on imaginait être l'état d'origine. Mais ce sont les tout débuts de ça. Et puis comme je vous l'ai dit, il y a très peu de fresques en France. Donc comment fait-on pour restaurer des fresques? Et c'est là que Louis-Philippe va mettre en œuvre un chantier unique, un chantier vraiment un des premiers chantiers de restauration d'un monument historique et de fresques en France. Alors, en mars 1832, Ingres, après une visite à Fontainebleau, fait un plaidoyer vibrant à l'Institut où il dit qu'il faut restaurer la salle de bal du château de Fontainebleau parce que la salle de bal du château de Fontainebleau, ce n'est rien moins que le Vatican de la France. Évidemment, la phrase choc fait mouche et à ce moment-là, eh bien, Louis-Philippe décide de la restauration de la salle de bal et il va confier ce projet à nul autre que le colocataire d'Ingres à la Villa Médicis, le peintre Jean Allot, dit le Romain. Alors, qui est Jean Allot? Jean Allot est un peintre néoclassique. Il est formé par Pierre-Narcisse Guérin, aux côtés d'Horace Vernet. Il reçoit le prix de Rome en 1815. Il est pensionnaire à la Villa Médicis entre 1817 et 1821. C'est vraiment un peintre d'histoire. Il réalise aussi quelques portraits, mais c'est vraiment un peintre d'histoire et formé à cette culture néoclassique de la peinture d'histoire. À partir de 1824, il va exposer au Salon. Et là, eh bien, finalement, il rencontre Louis-Philippe, qui est encore alors simplement duc d'Orléans, qui va commencer à lui commander des toiles et il va devenir en fait très rapidement un des peintres favoris de Louis-Philippe et c'est peut-être pour ça qu'il est choisi pour restaurer la salle de bal de Fontainebleau.
Jean Hallot est donc un peintre, on verra par la suite ses commandes dans la galerie des batailles du château de Versailles, dans la salle des États généraux, différentes commandes de grands décors. C'est un peintre, il a donc son style, sa manière de faire, et on lui demande quelque chose qui est quand même extrêmement différent. Restaurer des fresques du XVIe siècle, dont l'enduit a à certains endroits vraiment beaucoup disparu, donc il faut reconstituer ce décor, c'est donc une démarche complètement différente. C'est vraiment la démarche d'un peintre qui doit devenir restaurateur. Alors comment Jean Hallot va-t-il faire ça ? Alors tout d'abord, il va utiliser toutes les sources à sa disposition. Il va utiliser les gravures d'Alexandre Béthou, qui datent de 1647, qui sont certes un peu lourdes, mais qui au moins ont l'avantage de présenter toute l'iconographie de la salle de bal. Il va utiliser les relevés de Charles Percier, qui est venu ici autour de 1800, donc les relevés qui sont conservés à l'Institut de France et qui montrent la salle de bal dans un état, on va dire, contemporain et restauré dans l'esprit de Charles Percier. Il va utiliser encore d'autres sources, des dessins de Primatis, des gravures. On sait qu'il communique avec le responsable des dessins du musée du Louvre pour pouvoir se documenter et comprendre un peu la ligne du maître. Et à partir de tout cela, eh bien, il va réaliser son devis finalement, cet ensemble de 71 petites huiles sur toile préparatoires à la restauration de la salle de bal de Fontainebleau. Alors ces projets, ils sont réalisés à la peinture à l'huile, sur toile, non vernie. Pourquoi non vernie ? Pour donner ce sentiment, cette illusion de la matité de la fresque, donc pour retirer l'aspect brillant qu'apporte le vernis aux peintures. Et puis il les présente dans un cadre une structure qui simule en fait l'art graphique, une sorte de fausse Marie-Louise avec un faux encadrement qui est en fait dessiné pour vraiment mettre en valeur chaque composition à la manière d'un dessin, d'une gravure. Donc deuxième stratagème. Et puis il va se mettre à la tâche et tâcher de faire du primatisme, faire du maniérisme. Cette vitrine reconstitue toute l'arcade qui se trouve au-dessus de nous. Arcade avec en haut Janus avec ses deux têtes tenant sa torche, ici Bacchus, ici Hébé, et vous pouvez ainsi comparer la fresque et son projet préparatoire tel qu'il a été conçu par Jean Hallot. Donc là encore, vous imaginez bien que le passage du projet peint à l'huile sur toile à la réalisation sur le mur implique quelques changements, notamment dans l'échelle des personnages, dans la manière dont ils sont les uns avec les autres, dans la manière dont les accessoires prennent place également dans les scènes, mais cela permet de voir à quel point Hallot a tâché d'être fidèle aux compositions originales. On voit par exemple dans la figure de Bacchus, on voit à quel point il essaye de rendre le drapé qui couvre le laine de Bacchus en jouant là aussi de la lumière, de la façon dont le blanc s'insère dans le rouge, donc c'est particulièrement heureux. Ici, à l'inverse, vous avez cette carnation très blanche, très pâle, et ce visage avec les coiffures très sophistiquées qui dérivent évidemment des dessins qu'il a pu voir de Primatis, de la Danaé de Chantilly et autres. Donc c'est véritablement, pour Jean Hallot, l'enjeu est véritablement de recréer le maniérisme à Fontainebleau ici entre 1834 et 1837. Dans cette vitrine, on a tâché de reconstituer la cheminée de la salle de bal de Fontainebleau. Alors, cette grande cheminée à la française qui occupe le fond de la salle porte une très riche iconographie et vous voyez à côté eh bien, des représentations de chasse, divertissement très important à Fontainebleau, avec d'un côté Sébastien de Rabutin tuant le loup-cervier, une sorte de lynx, et de l'autre Hercule tuant probablement le sanglier d'Érimante. Et puis en dessous, vous avez des représentations de divinités liées au monde des enfers, de la nuit. Vous avez cette Proserpine avec Cerbère, le chien aux trois têtes, et puis vous avez cette sorte de Diane lunaire accompagnée de dragons qui se situe de l'autre côté du mur. Et là encore, eh bien, Jean Hallot a tâché, en utilisant des gravures, des dessins qu'il avait à sa disposition, de redonner la ligne maniériste à ses figures. Alors, évidemment, si on compare précisément les dessins de Primatis à la ligne d'Hallot, ce n'est pas tout à fait la même chose. Elles ont pris quelques kilos, ces dames, en route, mais sans doute aussi du fait des gravures d'Alexandre Béthou qui ont servi à la réalisation. Ça manque aussi peut-être un petit peu de finesse dans les traits, peut-être un petit peu aussi d'excès dans le jeu de contraste entre les ombres et les lumières. Toujours est-il que cet exercice de Jean Hallot de recréer la Renaissance, de faire renaître la Renaissance, eh bien, il s'y attelle avec une grande témérité. Et ce qui est amusant, c'est de voir que sur certaines de ces figures, comme cette figure de Vénus extrêmement sensuelle avec un petit pouteau qui soulève le voile, bon,
alors quand on est Bellifontain, on pense à cette figure de l'embrasure de la salle de bal, mais quand on la voit, on dirait presque en fait une odalisque de Chassériau, d'Ingres, enfin on est aussi dans cet orientalisme des années 1830 dont malgré tout Allot ne peut pas complètement se départir. Dans cette vitrine, eh bien, vous pouvez voir un échantillon de ces 71 huiles sur toile d'Allot reprenant les thèmes, on va dire, fondamentaux de la salle de bal de Fontainebleau. Vous avez la musique avec Arion charmant le dauphin ici, vous avez l'amour et la guerre avec cette Amazone blessée et Vénus soignant Mars, vous avez toujours la musique avec Pan, vous avez Apollon, divinité solaire et fondamentale dans la salle de bal, accompagné de Cyparis, et là vous voyez eh bien, ce plaisir que finalement va prendre Jean Allot à peindre ces corps dénudés dans toutes les positions qu'on peut imaginer. Si vous mettez à côté toutes les embrasures de la salle de bal et toutes les petites huiles sur toile de Jean Allot, eh bien vous avez le corps à 360 degrés, tous les angles par lesquels on peut regarder le corps féminin ou masculin. Ça, c'était véritablement quelque chose que cherchait à faire Primatis et que Allot tâche de reproduire. Et là encore, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que ces créations, alors ce chantier qu'a mené Allot dans la salle de bal, l'influence que ça a pu avoir sur des créations de l'époque. Lorsque Chassériau vient à Fontainebleau, il va dessiner les cariatides de la chambre de la duchesse d'Étampes. Lorsque Delacroix vient à Fontainebleau, il va également dessiner des figures, des embrasures de la salle de bal, au moment où Jean Allot restaure la salle de bal. Donc malgré tout, ce style bellifontain, ce maniérisme, il va aussi imprégner le romantisme naissant dans ces années 1830, et le chantier, les projecteurs mis sur le chantier de Jean Allot à cette époque ne sont sans doute pas pour rien dans ce mouvement. Alors, en octobre 1834, tout est prêt. Jean Allot a terminé son projet de restauration pour la salle de bal, les huiles sur toile sont prêtes et la cour est en voyage à Fontainebleau. Et la comtesse de Boigne, qui appartient à cette cour de Louis-Philippe, eh bien, raconte que, alors qu'il visite la salle de bal avec Louis-Philippe et puis les invités à ce séjour bellifontain, elle raconte que Monsieur Allot, artiste distingué, avait préparé un échantillon de sa restauration des peintures du Primatis pour le soumettre à l'approbation du roi. Pendant qu'il l'examinait, il nous confia à la gouverne de Monsieur le duc d'Aumale, alors âgé de 12 ans et aussi parfaitement intelligent qu'il était beau. C'est peut-être la première rencontre entre le duc d'Aumale et les fresques de la salle de bal. À partir d'octobre 1834 va donc commencer la restauration des fresques en elles-mêmes. Alors comment va-t-on s'y prendre? Je vous le disais, les fresques sont très dégradées, il y a eu beaucoup de déplaquage, l'enduit est tombé à de nombreux endroits. Quelle technique allons-nous utiliser? Quelle technique Jean Allot va utiliser pour restaurer ces fresques? Là encore, il y a peu d'expérience. On est au tout début de la notion de restauration de monuments historiques. Ce qu'on sait, c'est que depuis le XVIIIe siècle et les recherches du comte de Caylus, il y a un procédé qui redevient finalement à la mode, c'est le procédé à la cire. Le comte de Caylus a publié en 1755 un mémoire sur la peinture à la cire, sur la peinture à ce qu'on appelle la l'encaustique, et sur son utilité dans le décor, et notamment dans les grands ouvrages, dans les grands décors. Donc on se dit, la peinture à la cire, c'est sans doute plus facile d'utilisation que de refaire de la fresque, et ça a la réputation d'être davantage durable. D'ailleurs, au moment où sont lancés les travaux de restauration dans la salle de bal de Fontainebleau, eh bien, c'est toujours une peinture à la cire qu'on va utiliser pour la création de décors à Saint-Sulpice, à Saint-Germain-des-Prés, et même Ingres, au château de Dampierre, ou Delacroix, qui va même lui-même s'essayer à la technique de la fresque et qui va finir par abandonner. C'est une technique vraiment trop ambitieuse, et par lui aussi se résoudre à utiliser de la peinture ou mixte à la cire et à l'huile ou simplement à la cire. Donc, eh bien, le procédé breveté par Vivet, procédé dit Vivet, va être utilisé par Jean Allot à Fontainebleau. Alors, comment fait-on en pratique? Eh bien, on va appliquer une couche de cire qu'on va chauffer à l'aide d'un réchaud sur la fresque. Cela va donner une forme de brillant, un peu comme quand une goutte de cire tombe sur une nappe, vous voyez l'aspect que cela prend, et on va peindre au-dessus de cela avec des pigments mêlés à un peu d'huile et un peu de cire. Alors effectivement, ça redonne du lustre aux fresques de la salle de bal, effectivement elles sont restaurées,
Et en 1837, lors des noces royales, vraiment le royal wedding du fils de Louis-Philippe, c'est-à-dire le prince Ferdinand-Philippe d'Orléans avec Hélène de Mecklembourg-Schwerin, mariage qui est célébré dans la salle de bal du château de Fontainebleau, à ce moment-là, effectivement, la salle de bal brille de mille feux, comme on peut le voir sur le cerf-bijou du mariage du prince royal, sur lequel on voit peinte sur porcelaine la salle de bal qui vraiment brille de mille feux, et par ailleurs qui a été équipée d'un formidable luminaire reprenant les codes de la Renaissance. Simplement, 2 ans même après ces noces, il y a des morceaux d'enduit qui commencent à tomber. Et puis l'eau doit revenir. Il revient en 38, puis il revient 10 ans après, et puis moins de 5 ans après encore il revient. C'est un véritable Sisyphe Bellifontain. Il doit revenir quasiment tous les 2 ou 3 ans pour restaurer la salle de bal du château de Fontainebleau. À sa suite vont venir certains de ses élèves comme Brisset, qui entre 1881 et 1883 va lui aussi venir à la suite d'Allot restaurer la salle de bal. Et à chaque fois, on remet de la peinture, on remet de l'enduit, on remet de la peinture, on crée encore de nouveaux apports en sel finalement dans le mur qui finit par être complètement hétérogène. Et on a fini quand même par se poser la question, à l'orée du XXe siècle, finalement toutes ces restaurations ne tiennent pas, mais pourquoi? Et c'est ainsi que la déontologie et l'histoire de la restauration s'est faite. C'est en tâtonnant, pas à pas, en faisant parfois même des erreurs, eh bien on s'est dit il faut réfléchir au climat. Donc on a créé une forme de double vitrage dans la salle de bal, puis on a voilé les vitres pour empêcher le passage de la lumière, puis on a réfléchi à voir si les chéneaux n'étaient pas endommagés parce que l'humidité passait trop. Donc on a travaillé à la structure du mur, à la façon dont les eaux s'évacuent, à la manière dont l'air circule, à la manière dont la lumière circule dans la salle de bal, afin de résoudre tous les problèmes externes avant de se réatteler à restaurer de nouveau la salle de bal. Et puis on arrive aux années 60, et les années 60, c'est la Renaissance avant tout. On veut revenir à une sorte de purisme bellifontain. Donc on veut faire fi de l'œuvre de Jean Allot, faire fi aussi de l'œuvre de Napoléon. Rappelons-nous que les satires des Lavallée qui entouraient la cheminée de la salle de bal, fondues à la Renaissance, avaient été ensuite fondus, détruits pendant la Révolution française. Et c'est sous le Premier Empire que Napoléon Bonaparte avait fait installer 2 colonnettes en marbre qui ont été retirées dans les années 60, et on a installé de nouvelles fontes des satires des Lavallée pour revenir à cet état pur de la Renaissance. Idem, on supprime partout où c'est possible l'œuvre de Jean Allot sur les fresques de la salle de bal. Simplement, lorsqu'on a opéré à cette dérestauration, certes, on a retrouvé par endroits un peu de la ligne de Niccolò Dell'Abate et du dessin de Primatis, mais par endroits, il n'y avait sans doute plus grand-chose derrière l'œuvre de Jean Allot. Donc on n'a pas pu aller plus loin. Donc on le voit par exemple sur cette figure de Diane au-dessus de la cheminée. La fresque en elle-même est entièrement de la main d'Allot, elle est entièrement à la cire. On se retrouve donc avec un décor aujourd'hui assez hétérogène, qui n'attend donc plus que la Renaissance, de la Renaissance, de la Renaissance, et après les dernières études climatiques menées entre 2011 et 2013, eh bien, le château de Fontainebleau espère pouvoir, grâce à l'apport de mécénat que nous attendons, nombreux et importants, eh bien, lancer un jour la restauration de ce chef-d'œuvre qu'est la salle de bal du château de Fontainebleau.